Merci, bonsoir. Donc deux mots sur, alors pas le CAUE 44, mais sur les CAUE en général. Vincent de Grotte m'a demandé de venir témoigner justement de peut-être l'actualité juridique, puisque le E de CAUE a pris d'autres allures depuis pas mal d'années, n'est plus simplement l'environnement au sens du paysage, mais a pris toute la dimension énergie. Et avec la loi transition énergétique, il a pris également plus d'épaisseur, on va dire, ces temps derniers, en tout cas cet été. Donc le constat, on le partage tous ici, vous êtes tous du métier, un objectif des 500 000 rénovations énergétiques qui est bien loin d'être atteint, avec cet enjeu de la massification du marché. Et tous les colloques de l'ADEME, il y en avait encore un la semaine dernière à Angers, qui rassemblait les espaces info-énergie, qui s'accordent sur ce problème de la structuration de l'offre, de l'accès au financement adapté, chose qui s'est quand même bien améliorée depuis quelques années, et surtout, et ça c'est un des points importants pour les CAUE, en tout cas du positionnement des équipes CAUE, le développement de la demande et ce qu'on appelle traditionnellement le passage à l'acte de construire. Alors quand on fait les rapports, bien sûr, on sort ce chiffre des 170 ans pour rénover le parc du logement privé. Alors quels sont les freins ? Aujourd'hui, c'est la profusion des informations disponibles. C'est vrai que l'équipe du CAUE peut-être peut ici en témoigner, mais beaucoup d'autres équipes en témoignent aussi. Les personnes qui viennent consulter, qui viennent rencontrer les architectes dans les espaces info-énergie portés par les CAUE, il y en a 15 en France, ou dans les CAUE tout simplement, s'avouent un peu perdus entre les différentes informations qui arrivent soit dans la boîte aux lettres sous forme de propositions commerciales, soit sous forme de spots publicitaires. On ne sait plus qui suivre ou qui croire sur les façons de rénover son habitation en améliorant l'efficacité thermique. Il y a un déficit de confiance dans la filière également, là aussi peut-être par rapport à des abus, ou en tout cas des solutions un petit peu trop rapides, des propositions commerciales trop rapides, trop liées peut-être à des ventes de solutions clés en main qui ne prennent pas la vision globale de la problématique de l'habitat et de l'habitant. Et puis, un chiffre qui est 40 milliards de travaux chaque année, avec ce constat que la question de la rénovation énergétique n'est pas la première motivation du passage à l'acte pour engager les travaux. C'est d'abord construire, rénover ou étendre son bâtiment. Alors, l'enjeu, c'est effectivement comment, dans l'entretien, avec la personne qui vient consulter, comment finalement flécher une partie de ses dépenses. On parle de 10 à 20% pour déjà avoir un effet global sur la construction vers la rénovation énergétique. Et donc tout l'intérêt et tout l'enjeu d'avoir ici en Loire-Atlantique comme partout en France un vrai conseil qui soit pas simplement une affaire d'énergéticien ou de thermicien, c'est important qu'il le soit parce qu'on a besoin de ces métiers-là, mais un conseil qui soit intégré dans une approche globale et qui puisse mettre le pétitionnaire en présence d'un architecte qui travaille avec lui l'ensemble de ses préoccupations. Alors juste petit zoom sur l'actualité de cette année, puisque la loi de transition énergétique a été importante pour le réseau des CAUE, puisque dans son article 22 et 188, elle permet de faire entrer la compétence CAUE dans le code de l'urbanisme et dans le code de l'environnement, en positionnant avec d'autres opérateurs, comme les agences locales de l'énergie, ou aussi les agences d'urbanisme, au niveau régional, dans l'organisation même du service d'information sur la transition énergétique, et au niveau local, en pouvant soit porter eux-mêmes, soit contribuer pour leurs compétences spécifiques à l'organisation du service dans les plateformes de rénovation énergétique de l'habitat. Donc c'est un point important, parce que la dernière fois que les CAUE étaient rentrés dans la loi, c'était en 2000, avec la loi SRU, et puis il y a bientôt 40 ans, c'était en 77. Donc c'est une date très importante qui voit finalement dans le projet de loi création, architecture et patrimoine qui vient d'être voté pour sa première version en première lecture à l'Assemblée nationale et qui va être présenté au Sénat pour la première lecture en janvier, une sorte d'effet miroir avec pour la première fois dans un texte donc, porté par le ministère de la Culture, un texte sur l'architecture, cette notion d'énergie
avec la proposition, là aussi, d'inscrire le conseil architectural, le conseil en énergie couplé au conseil architectural dans les missions des CAUE. Le projet de loi prévoit que ça soit un complément de ce qui a été voté dans la loi transition énergétique, c'est-à-dire que ça soit situé dans le code de l'énergie également. Donc, étape importante également, parce que cette question, vous savez, on est quand même dès lors qu'on travaille sur des lois très techniques ou particulières, on est quand même toujours dans des politiques en silo, assez verticales, et qu'il y ait ce lien ou ce renvoi aujourd'hui entre le monde de la culture et le monde de l'énergie, c'est un signe positif. Pour ce qui est du réseau des CAUE qui a travaillé déjà depuis l'année dernière sur son projet stratégique à long terme, cette question de la transition énergétique a été portée à l'unanimité par l'ensemble des présidents de CAUE comme un axe majeur de l'évolution de notre réseau, avec la volonté de faire monter en compétence l'ensemble des équipes sur ce point-là, avec les deux niveaux où nous pouvons peser. Le premier qui est un niveau institutionnel, en faisant en sorte que les CAUE aient une vraie place sur ce sujet-là dans l'organisation des plateformes de rénovation énergétique de l'habitat, que ce soit au niveau de l'organisation régionale, dans ce qui revient aujourd'hui aux conseils régionaux et à l'ADEME, mais aussi, bien sûr, sur le niveau terrain, qui est, on le rappelle, infradépartemental, puisqu'il s'agit soit des agglos, soit des intercos qui portent ces plateformes-là. Et puis, sur l'aspect tout à fait opérationnel, une convention nationale qui existe depuis 2 ans avec l'ADEME et qui va se traduire par un projet d'accord cadre pour les 3 prochaines années. Quelques exemples qui illustrent l'intervention des CAUE. Donc je rappelle que dans l'organisation des plateformes, on est toujours finalement en train de poser la question, tous ceux qui ont travaillé sur l'approche environnementale de l'urbanisme ici le savent, comment faire en sorte que les entrées trop thématiques ne dévoient pas finalement ou n'obèrent pas une possibilité d'approche globale. Quand on dit approche globale, c'est multi-thématique, c'est aussi multi-espace, c'est multi-échelle également. C'est reposer la question du temps du projet et donc de son économie globale dans le temps. Toute la culture, je dirais, des équipes CAUE se traduit, comme ici par exemple dans les CAUE de Midi-Pyrénées, dans l'organisation d'un service le plus près de la collectivité et du pétitionnaire, du porteur de projet, particulier ou collectif, avec par exemple les espaces info-énergie ou l'accueil ici, on est dans le CAE du Gers, d'espaces info-énergie. On a également le cas, là je voulais vous présenter également en 2 mots, une initiative qui nous paraît tout à fait intéressante à Carcassonne, dans le CAE de l'Aude, où l'équipe du CAE a organisé des matinées sur l'habitat. En gros, c'est apprendre à passer commande. On n'est pas forcément formé quand on construit une fois ou qu'on rénove une fois ou qu'on étend son habitat une fois dans sa vie ou 2 fois dans sa vie, à être véritablement un maître d'ouvrage qui dialogue, alors soit directement avec les artisans, soit avec l'accompagnement de son maître d'œuvre. Et il y a là des possibilités de venir apprendre ce métier-là, si on peut dire ça, ou en tout cas cette compétence-là de maître d'ouvrage privé. Alors je rappelle qu'effectivement aujourd'hui, dans ces initiatives-là, dans ces formations, dans ces ateliers-là, la dimension énergétique aujourd'hui fait partie quasiment de la culture courante. Autre exemple, il date d'hier, c'était Pierre Lévy qui intervenait avec l'Union régionale des CAUE des Pays de la Loire, ici à Nantes, à l'ENSA, autour de formations spécifiques. Donc, je pense que votre intervention tout à l'heure devait être la matière peut-être plus développée de votre intervention, avec donc un public d'architectes, de CAUE ou de professionnels libéraux également. Énergie patrimoine, donc là c'est un petit peu ancien, c'est 2014, mais il y en aura une de programmée en 2016, avec le CAU du Loiret ou le CAUE et le CAU de l'Indre, qui là, sur le terrain, travaillent véritablement aux problématiques d'insertion des nouveaux éléments, des nouveaux ingrédients, je dirais, des techniques de l'énergie dans le patrimoine, et notamment dans le patrimoine classé. On a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Quelques exemples en vrac, alors vous en avez dans votre
dans votre dossier ici, avec tous les guides qui sont publiés par les CAE, aujourd'hui, c'est évident qu'il y a de plus en plus de guides et d'outils qui sont présentés, des expositions aussi, vous l'avez sur le site de la Fédération, qui intègrent des manuels d'architecture énergétiquement efficaces, comme dans les Bouches-du-Rhône, ou je pense au CAE de la Somme, là, qui vient de sortir un petit guide typologique. Ça rejoint l'intervention de Christophe Boucher ce matin, où de plus en plus, je crois qu'il y a une certaine prise de conscience qu'il y a peu de lieux aujourd'hui où nous pouvons mobiliser en un même lieu, avec une même équipe, à la fois des éléments de connaissances très fines du patrimoine et des spécificités du patrimoine, et je crois que l'exemple de Christophe Boucher ce matin a été éloquent, et de traduire tout de suite de mobiliser cette connaissance-là au service d'une pratique spécifique et adaptée à chaque commune ou à chaque territoire. Je pense aussi à la Dordogne en particulier, qui édite à des échelles de territoire assez petites, 3-4 cantons, des guides, des véritables petites encyclopédies de connaissances du patrimoine architectural, urbain et paysager, et qui insèrent dans ces guides-là les recommandations pour pouvoir insérer dans ces particularités patrimoniales des nouvelles façons de faire et d'agir en pouvant faire des choix d'amélioration énergétique des bâtiments, sans oublier la possibilité de créer du contemporain au milieu de zones rurales très typées. Voilà donc en résumé les interventions de l'ensemble de nos équipes au niveau national. C'est effectivement toutes les questions autour de l'énergie et du bâtiment. L'urbanisme durable, on l'a vu avec la qualité environnementale de l'urbanisme. On pourra citer le CA de Clermont-Ferrand, en particulier dans le Puy-de-Dôme, qui fait des formations sur les notions de chaleur sur les espaces publics. Déplacement mobilité également, de plus en plus donc d'interpellation des élus sur les PLU, sur les plans de mobilité. Et puis aussi quelques CAE impliqués très fortement sur la précarité énergétique. Je pense notamment au CAE franc-comtois qui travaille sur ces sujets-là. Voilà, quelques points finalement pour finir, ou pour plutôt synthétiser ce qui est à votre service, au service des citoyens et des élus. Qu'est-ce qui est spécifique finalement? Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans un CAE? C'est cette approche globale, ce qu'on a dit tout à l'heure. Cette indépendance du conseil au particulier, c'est quand même une question fondamentale par rapport à un service qui est financé par la construction, donc par l'ensemble de ceux qui produisent du mètre carré. Que ce service gratuit pour l'ensemble des citoyens, mais aussi auprès des collectivités locales, puisse rester dans une posture institutionnelle et professionnelle de conseil indépendant de tout intérêt commercial. La richesse des équipes pluridisciplinaires, ce n'est pas ici à Nantes qu'il faut le dire. Dans ces équipes-là, qui sont à la fois constituées de gens de métier, de gens de technique et de gens de culture, je dirais avec cette approche culturelle qu'est le conseil des CAE, et puis ce conseil croisé énergie-architecture qui aujourd'hui est au cœur de la convention que nous avons signée avec l'ADEME, et qui est quelque chose qui devra prendre et qui va prendre de plus en plus d'épaisseur, on va dire, ou d'efficacité dans les années qui viennent, avec également quelque chose de précieux, nous semble-t-il, qui est cette possibilité de trouver dans chaque département, mais également dans les permanences tenues par les architectes, cette notion de centre de ressources tout public, où on puisse retrouver non seulement de l'information générale et générique de tout un réseau, mais également toute cette connaissance accumulée et très fine de l'ensemble des données d'un territoire. Aujourd'hui, sur les 36 000 communes, il y en a 34 000 qui peuvent bénéficier du service CAE. C'est 40 ans de dossiers communaux, de dossiers même à l'échelon de la parcelle, de l'ouvrage, du petit secteur, qui est aujourd'hui en archives. Et les archives, c'est des archives vivantes, puisqu'il y a toujours une équipe pour les faire vivre et les mobiliser au service du projet. Voilà, pour nous, les 4 missions, évidemment, sont absolument indissociables. De mener l'organisation du conseil aux particuliers, aux collectivités, et de mener, comme vous le faites aujourd'hui, des opérations de sensibilisation ou de la formation des élus, des professionnels. C'est non pas un triptyque, mais un quadriptyque, je ne sais pas comment on dit.
qui nous paraissent être absolument efficaces tant sur l'approche culturelle que cela peut développer, que sur l'efficacité économique. C'est quelque chose qui, au bout du compte, ne coûte pas cher et est parfaitement efficace sur ce qui est attendu d'un service public et gratuit.